Est-ce que tu sais que tu peux entraîner ton tube digestif à absorber plus de nutriments à l'effort et que ça peut t'aider à augmenter tes performances? Parce que c'est bien joli de s'entraîner plus, de s'entraîner mieux et de suivre un plan d'entraînement à la lettre, mais si tu es obligé de ralentir ou d'abandonner à cause de problèmes digestifs ou parce que tu n'arrives plus à boire ou à t'alimenter, eh bien toute ta prépa n'aura servi quasiment à rien. Ce principe de l'entraînement intestinal s'appelle le gut training et dans cette vidéo, je vais tout expliquer. Qu'est-ce que c'est, comment le mettre en place et pourquoi et comment ça fonctionne. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nouchka, je suis diététicienne du sport et mon but c'est de vous aider à développer vos connaissances en nutrition pour mieux comprendre et maîtriser votre alimentation. Je partage d'ailleurs tous les jours du contenu gratuit sur mon compte Instagram autour du sport et de la nutrition. N'hésite pas à aller jeter un œil. Le gut training est un processus qui a pour objectif d'améliorer la capacité de l'intestin à absorber les fluides, les électrolytes et les nutriments pendant l'exercice physique prolongé. C'est hyper important pour les sportifs d'endurance, pour ne pas dire obligatoire, et malheureusement c'est encore bien trop négligé. Mais un bon entraînement digestif peut largement influencer votre confort digestif et forcément votre performance durant les compétitions parce que ça va vous permettre de mieux absorber les nutriments. On va donc voir tout cela dans cette vidéo, mais avant ça, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les troubles digestifs à l'effort, je vous la remets juste ici. J'explique tous les mécanismes qui sont en cause et comment les éviter. Il y a juste un truc dont je parle pas, c'est le gut training parce que je le gardais pour cette vidéo. Le gut training, défini comme l'entraînement intestinal, est un concept relativement récent dans le monde de la nutrition sportive et spécifique surtout aux sportifs d'endurance comme les marathoniens, les triathlètes, les trailers ou les cyclistes. Ce concept repose sur l'idée que, tout comme les muscles, le système digestif peut être entraîné pour améliorer son efficacité. Et ce protocole implique la mise en œuvre de stratégies nutritionnelles visant à augmenter la capacité du système gastro-intestinal, c'est-à-dire notre système digestif gastrique, donc l'estomac, et intestinal, à tolérer les aliments et les fluides que l'on consomme pendant l'exercice prolongé, et d'autant plus lorsque l'on apporte de grandes quantités. Parce que parfois, c'est un gros facteur limitant, on n'arrive pas à consommer plus, et pour autant, on n'a pas l'énergie qu'il faut à côté. L'objectif est donc d'optimiser l'absorption des nutriments et de minimiser les troubles digestifs qui peuvent survenir, tels que les crampes d'estomac ou intestinales, les nausées, les vomissements, les ballonnements et les diarrhées, ou alors simplement éviter le dégoût des aliments que l'on consomme et donc par conséquent l'incapacité à maintenir le protocole nutritionnel. Tout comme un programme d'entraînement progressif pour améliorer la force musculaire ou l'endurance cardiovasculaire, le gut training implique une augmentation progressive, notamment de la quantité de glucides et de liquides ingérés pendant l'exercice pour habituer le système digestif. Et cet entraînement peut inclure la consommation de différentes formes de nutriments, solides, liquides, gel, compotes, barres, pour accroître la polyvalence du système digestif dans ce qu'il peut traiter efficacement. Souvent, on réalise cet entraînement dans des conditions qui stimulent celles d'une compétition réelle, y compris l'intensité de l'exercice et l'environnement, pour préparer au mieux le système digestif. Le but, c'est de se retrouver dans les conditions de course en fait. Sachez qu'une meilleure tolérance à l'ingestion de liquides et de nourriture pendant l'exercice permet une meilleure hydratation et une meilleure alimentation en énergie, ce qui est crucial pour maintenir l'énergie sur la durée, car si vous n'arrivez pas à vous alimenter, vous n'aurez peut-être pas l'énergie nécessaire. Et justement, parlons un peu des glucides. L'assimilation de ces derniers est d'une importance capitale, et peut-être que tu en as déjà fait l'expérience, tu consommes beaucoup de glucides et tu as mal au ventre. J'entends ça souvent chez les personnes qui consomment des gels énergétiques. Souvent, ce ne sont pas les gels le problème, mais plutôt le fait de consommer trop de glucides par rapport à ce que l'on est capable d'assimiler. La capacité normale et maximale d'assimilation des glucides pendant l'effort est d'environ 90 grammes par heure. Cela est dû au fait que nos transporteurs de glucides dans l'intestin sont saturés au-delà d'une certaine quantité. Il y a principalement 3 types de transporteurs de glucides impliqués. On pourrait en citer plus, mais je vais parler que des 3 là aujourd'hui. Les SGLT1 pour sodium glucose cotransporteur 1. Ce transporteur permet l'absorption du glucose, un type de glucide. Il fonctionne en transportant le glucose dans les cellules intestinales en même temps que le sodium qui facilite son absorption. Sa capacité est d'environ 60 grammes de glucose par heure. Les GLUT5 sont un type de transporteur spécifique au fructose, un autre type de glucide. Il peut gérer environ 30 grammes de fructose par heure. Contrairement au SGLT1, le GLUT5 ne nécessite pas de sodium pour transporter le fructose à travers la membrane cellulaire. Et on a aussi les GLUT4 qui facilitent l'entrée du glucose, cette fois-ci dans les cellules, y compris dans les cellules musculaires, pour qu'il soit utilisé. L'insuline est un facteur permettant le déplacement de ces transporteurs vers la surface cellulaire afin de permettre l'entrée du glucose dans les cellules. Mais si vous me suivez, vous savez qu'il n'y a pas ou peu d'insuline à l'effort. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, même si je pense que ça mériterait une vidéo à part pour péter une bonne fois pour toutes ce mythe de l'hypoglycémie réactionnelle.
Du coup, la question qu'on pourrait se poser, et à juste titre, c'est puisqu'il n'y a pas de sécrétion d'insuline à l'effort, comment nos petits transporteurs peuvent être activés pour permettre le passage des glucides dans les cellules musculaires? Eh bien, d'autres facteurs peuvent activer ces transporteurs GLUT4, et notamment la contraction musculaire par diverses cascades enzymatiques. À des taux d'ingestion supérieurs à 60 g de glucides par heure donc, l'oxydation des glucides exogènes qu'on apporte par l'alimentation est limitée. Et cela est dû au fait que nos transporteurs SGLT1 deviennent saturés. Étant donné que le fructose utilise un mécanisme de transport différent, l'apport combiné de glucose et de fructose peut entraîner des taux d'oxydation beaucoup plus élevés, jusqu'à 90 g par heure. Faites donc attention aux produits que vous consommez. Globalement, c'est intéressant d'avoir un rapport glucose-fructose de 2 pour 1, 2 glucose pour 1 fructose. Car 90 g d'un mélange de glucides ou juste 90 g de glucose n'aura pas le même impact sur un plan digestif. Le concept de gut training donc repose sur l'idée que tout comme d'autres parties du corps, le système digestif peut être entraîné pour améliorer ses performances. En l'occurrence, il s'agirait d'augmenter la capacité d'absorption des glucides au-delà de cette limite normale de 90 g par heure. Des études ont notamment montré que certains athlètes sont capables de consommer jusqu'à 120 g de glucides par heure. Et si vous suivez la logique des transporteurs qu'on vient de voir, ce serait physiquement impossible puisqu'on peut en assimiler que 90 g par heure. Mais s'entraîner à consommer plus de glucides permet une augmentation de l'efficacité ou du nombre de transporteurs de glucides disponibles. Malin donc. La question à se poser donc c'est comment faire en pratique, et on va voir ça juste après. Autre chose intéressante à savoir, c'est que l'entraînement physique fait aussi partie de l'entraînement digestif. En effet, on constate que les athlètes entraînés en endurance ont une plus grande sensibilité des cellules musculaires à l'insuline, car l'exercice physique améliore l'utilisation des transporteurs GLUT4 qui permettent le stockage des glucides dans le muscle, notamment sous forme de glycogène. Les sportifs entraînés ont donc une plus grande capacité à stocker du glycogène. Mais ils ont également une plus grande quantité de ces fameux transporteurs GLUT4, ce qui explique également qu'ils stockent plus de glycogène et le resynthétisent plus vite en post-effort. En somme, ils ont plus de transporteurs et les utilisent mieux. Cette étude suggère que l'intestin est entraînable et que les individus qui consomment régulièrement des glucides ou qui ont une haute consommation quotidienne en glucides peuvent augmenter leur capacité d'absorption. Un autre papier de 2010 nous donne des informations intéressantes. 16 cyclistes entraînés en endurance ont été divisés en un groupe riche en glucides et un groupe témoin. Pendant 28 jours, les deux groupes se sont entraînés à raison de 16 heures par semaine. Pendant cette période, les deux groupes ont reçu un régime à teneur modérée en glucides à raison de 5 g par kilo de poids de corps par jour. Mais le groupe riche en glucides a reçu 1,5 g de glucides par kilo de poids de corps supplémentaire par heure d'exercice effectué quotidiennement sous forme d'une boisson riche en glucose. Le groupe témoin a également reçu un supplément nutritionnel, mais celui-ci était composé d'aliments riches en graisse et en protéines avec une teneur limitée en glucides. Le groupe riche en glucides a consommé les suppléments avant et pendant l'exercice ainsi qu'immédiatement après l'exercice. Et en moyenne, le groupe supplémentaire en glucides avait un apport quotidien élevé en glucides à raison de 8,5 g par kilo de poids de corps, tandis que le groupe témoin en consommait 5,3 g par kilo de poids de corps par jour. Avant et après cette intervention de 28 jours, tous les sujets ont effectué un essai d'exercice à la même intensité, durant laquelle ils avaient reçu une solution à 10% de glucides. Globalement, 10% de glucides, ça vous fait une flasque de 500 ml où on a 50 g de glucides. Ils ont ensuite mesuré l'oxydation des glucides consommés grâce à des traceurs isotopiques et on a observé que l'oxydation des glucides exogènes était améliorée après le régime supplémentaire en glucides. Ce groupe avait en effet une plus grande capacité à absorber les glucides grâce à une augmentation des transporteurs SGLT1. On imagine une augmentation de l'ordre de 40 à 70% basée sur des études animales. En réalité, chez l'homme, nous n'avons pas de valeur concernant le pourcentage d'augmentation de ces transporteurs. On sait que ça augmente, mais on n'a pas encore pu fixer une fourchette exacte, ou alors tout simplement cela n'a pas été étudié dans les protocoles. Donc, s'habituer à consommer des grandes quantités de glucides dans le but d'être capable d'en assimiler davantage semble être une bonne approche pour entraîner son tube digestif. Et attention, l'inverse se vérifie également. Si vous vous restreignez en glucides à l'effort, ou même si votre apport calorique quotidien global est trop faible et donc vous prive de glucides, cela peut diminuer l'absorption intestinale des glucides sur la finalité. Cette étude de 2012 visait à examiner l'apport nutritionnel et les problèmes gastro-intestinaux auxquels les athlètes sont confrontés lors d'événements d'endurance. Au total, 221 athlètes d'endurance, y compris des professionnels et des amateurs de divers sports comme triathlon, marathon et cyclisme, ont participé à l'étude. La méthodologie impliquait l'utilisation de questionnaires standardisés après la course pour collecter des informations détaillées sur l'apport en nutriments et en fluides des athlètes pendant l'effort et pour évaluer les symptômes digestifs sur une échelle allant de 0 à 9, 0 étant pas de problème et 9 le pire jamais vécu.
Les taux moyens d'apport en glucides des athlètes variaient selon les différents événements, mais n'étaient pas significativement différents pour les triathlètes longue distance. Les taux étaient plus bas lors de courses de cyclisme et de marathon. Une partie significative des athlètes a réussi à consommer des glucides à des taux supérieurs aux recommandations, qui variaient largement entre les individus. Ça allait de 6 à 136 grammes par heure. Concernant l'apport en liquide, on a trouvé des différences dans les taux d'apport en liquide à travers différents types de courses, avec l'apport le plus bas signalé pendant les marathons. L'apport en liquide était plus élevé pendant la partie vélo des triathlons que pendant la partie course à pied. Une proportion significative d'athlètes a éprouvé de graves symptômes digestifs, en particulier pendant les courses de triathlon longue distance. Intéressant aussi, un apport élevé en glucides était positivement corrélé à une meilleure performance, malgré le fait que ça impliquait certains symptômes digestifs comme des nausées et des flatulences. En fait, les nausées étaient assez légères et cela ne les empêchait pas d'avoir des temps d'arrivée plus rapides que ceux consommant moins de glucides, suggérant donc que cela n'avait aucun effet négatif sur les performances. Cette étude visait surtout à juger comment les athlètes gèrent leur nutrition et quelle était la prévalence des troubles digestifs. Cette autre étude visait à évaluer l'impact de la restriction de fluides sur la perméabilité gastro-intestinale pendant la course. La perméabilité gastro-intestinale, c'est la capacité du système digestif à contrôler le passage des substances de l'intérieur du tube digestif à travers les cellules qui tapissent les parois intestinales vers le reste du corps. Normalement, l'intestin a une certaine perméabilité qui permet aux nutriments d'être absorbés tout en maintenant une barrière pour empêcher les substances potentiellement nocives comme les bactéries et les toxines de passer dans la circulation sanguine. Dans cette étude, 20 coureurs entraînés ont dû réaliser 4 expériences différentes. Repos, course sans prise de liquide, course avec ingestion d'une solution de glucose à 4% et course avec ingestion d'un placebo d'eau. Pour évaluer la perméabilité gastro-intestinale, les sujets ont consommé une solution contenant du sucrose, du lactulose et du rhamnose avant chaque essai. Les résultats ont montré que la restriction de fluide pendant la course augmentait significativement la perméabilité par rapport au repos. En revanche, cette augmentation de la perméabilité n'a pas été observée lorsque les fluides étaient ingérés, que ce soit sous forme d'eau ou de solution de glucose. La perte de poids corporel était négligeable lors du repos et des essais avec ingestion de fluide, tandis que la course sans fluide augmentait une perte de poids corporel de l'ordre de 1,5%. Ces résultats suggèrent donc que la restriction de fluide, que ce soit avec ou sans glucides pendant la course, peut augmenter la perméabilité gastro-intestinale, ce qui pourrait potentiellement faciliter le passage de substances toxiques de l'intestin vers le tissu gastro-intestinal ou la circulation sanguine. Cela pourrait donc entraîner des réactions inflammatoires locales ou systémiques et augmenter le risque digestif à moyen ou long terme. Cependant, l'étude a également indiqué que la consommation de liquide, que ce soit sous forme d'eau ou d'une boisson de glucose, pourrait atténuer cet effet et maintenir l'intégrité de la barrière intestinale pendant l'effort. En résumé, cette étude souligne l'importance de maintenir une hydratation adéquate pendant la course pour préserver la fonction digestive et potentiellement prévenir les symptômes gastro-intestinaux ou d'autres complications liées à une perméabilité intestinale accrue. Vous l'avez donc compris, le système digestif est capable de s'adapter grâce à l'entraînement nutritionnel comme physique. De façon résumée, pour que vous puissiez faire ça facilement, voici les différents protocoles que l'on peut appliquer pour l'entraînement intestinal. Déjà, s'entraîner à boire des grandes quantités de fluides à l'effort, notamment pour entraîner l'estomac qui a une capacité de vidange gastrique limitée. Le fait de boire beaucoup peut améliorer cette vidange. Ça veut dire que l'eau va moins stagner dans l'estomac et donc moins vous balloter. Et finalement, favoriser une meilleure hydratation. S'entraîner directement après le repas va aussi améliorer la vidange gastrique, en plus de diminuer les ballonnements sur le long terme. C'est quelque chose que vous pouvez faire ponctuellement. S'entraîner à consommer beaucoup de glucides pendant l'exercice, en y allant progressivement bien sûr, dans le but d'augmenter le nombre de transporteurs de glucides et donc améliorer la capacité d'absorption. Il ne faut pas forcément le faire sur toutes les séances, mais au moins sur une des séances clés dans la semaine. Il est suggéré qu'un entraînement avec un apport élevé en glucides une fois par semaine permet d'améliorer la tolérance en 6 à 10 semaines. Peut-être plus rapidement si on répète cela plus régulièrement. S'entraîner sur les sorties longues à simuler le plan nutritionnel de course et augmenter les glucides dans l'alimentation générale au quotidien et pas que à l'effort. En général, c'est pas bête de se faire accompagner sur ce genre de protocole pour partir de votre point de départ et pouvoir y aller progressivement sans risque. Mais le fait de faire tout ça va aider à réduire les symptômes digestifs et au final à améliorer les performances. Vous avez maintenant toutes les bases sur ce qu'est l'entraînement digestif, le gut training, et vous comprenez alors pourquoi c'est hyper important à optimiser. Quoi qu'il en soit, faites-vous aider par un professionnel qualifié si vous souhaitez des conseils personnalisés et adaptés à vous, car on n'a pas tous le même point de départ ni les mêmes problématiques. N'hésite pas à me suivre sur Insta, je partage du contenu gratuit chaque jour sur la nutrition sportive, et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un petit pouce ou un commentaire, ça fait toujours plaisir parce que je passe beaucoup de temps pour la recherche et la conception de mes vidéos. Allez, je te dis à plus sur les réseaux ou sur les sentiers.